pause, le temps d'installer donc la revue de presse. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Vous suiviez à l'instant donc les images de la cour royale de Tibélé que nous visitons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Et voilà, la particularité de ces maisons-là, ce sont notamment les décorations des murs. Pour la suite de cette émission, Alphonse est bien installé. On va partir pour la revue de presse. Bonjour Alphonse Ouidrago. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, que nous disent les journaux aujourd'hui? Alors, je commence avec le journal Le Pays. Le journal Le Pays nous apprend ce matin, fonds de soutien patriotique, plus de 31 milliards de francs CFA récoltés au premier trimestre de 2024. Toujours dans ce quotidien, on peut lire dans la rubrique Révélation, le journal écrit patronat burkinabé, Idrissa Nassa félicite le nouveau président sénégalais. Période de chaleur, pourquoi il est important de boire l'eau? La réponse est à lire dans le journal Le Pays à la page 15. Prestation de serment, si nouveau contrôleur d'État rejoint l'équipe ASE-LC. C'est un autre titre du journal Le Pays. Procès CGTB contre Adama Sigré. 3 mois de prison et 500 000 francs CFA sortis de sursis. Requis contre le prévenu, nous apprend le journal. Ratification de l'accord de financement entre le Burkina Faso et le FIDA. Le feu vert des députés, c'est à lire à la page 17. Toujours dans ce journal, on peut lire réforme au sein de la justice. Le SAMAB dénonce un processus non participatif. Et passons donc avec le journal L'Observateur Palga. Dans le journal L'Observateur Palga, on peut lire ce matin à la une, fonds de soutien patriotique, plus de 31 milliards de francs CFA mobilisés au premier trimestre. Procès en diffamation contre Adama Sigré, 3 mois de prison et 500 000 francs CFA requis, écrit le journal. Et toujours sur le même sujet, le journal écrit, la CGTB réclame 20 millions de francs CFA. La nuit du destin, ou celle qui est meilleure que 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire dans ce journal. Toujours dans ce journal, on peut lire modification conditionnelle. Le Togo n'est hélas pas le Sénégal. Digitalisation sous secteur transport, désormais en un clic validé votre plaque, c'est-à-dire toujours dans le journal L'Observateur Palga. Le journal Aujourd'hui au Faso, dans ce quotidien, on peut lire 13e commission tripartite Burkina-Mali, UNHCR, le retour volontaire des réfugiés des deux pays en discussion, écrit le journal. Lettre ouverte d'un grade papier burkinabé au nouveau président sénégalais.
Bassirou Diomaye Faye, le journal écrit sur ce sujet: s'il vous plaît, ne prenez pas votre parrain Ousmane Sonko comme Premier ministre. On peut lire toujours dans ce quotidien: promotion de l'excellence en milieu scolaire, Sitaraï offre un voyage Ouagakoudou aux meilleurs élèves du Naouri. Fonds de soutien patriotique, plus de 31 milliards mobilisés au premier trimestre 2024. On peut toujours lire dans ce quotidien: modification de la constitution au Togo, la conférence des évêques exhorte le chef de l'État à surseoir à sa promulgation. Merci bien Alphonse. Merci. Pour la lecture de ces titres. On passe aux commentaires de ces sujets. On débute au Burkina Faso avec notamment les membres du conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique qui se sont réunis hier. Un bilan a été fait. Effectivement, un bilan a été fait hier au palais de Kosiam. C'était une réunion au cours de laquelle les membres du conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique se sont réunis. Durant ce temps-là, ils ont fait le point des contributions, de l'argent qui a été mobilisé pour soutenir le Fonds de soutien patriotique. Il faut dire que ce conseil d'orientation a été voulu parce qu'on veut que dans la gestion du Fonds de soutien patriotique, il y ait la transparence. Donc le gouvernement a jugé nécessaire de créer ce cadre-là. Et dans ce cadre, il y a beaucoup de personnes qui sont membres. Et périodiquement, ils sont tenus d'informer l'opinion des contributions des citoyens, que ce soit des contributions volontaires ou des contributions qui sont prélevées à travers des taxes qui ont été imposées sur certains produits, à travers aussi le prélèvement sur les salaires des travailleurs, ainsi de suite, comme ce que nous avons vu annoncé par le gouvernement. Donc, c'est aux membres du conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique de donner périodiquement, faire le bilan de ce qui a été mobilisé, les dépenses qui ont été faites. Et sur cette question, on retient que l'année en cours, l'année 2024, les contributions qui ont été mobilisées, on retient que de janvier jusqu'au 12 mars, on a pu mobiliser plus de 31 milliards de francs CFA. Donc, c'est énorme. Ils ont aussi fait le bilan des contributions de l'année dernière, c'est-à-dire janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Et sur cette question, on retient que plus de 99 milliards ont été mobilisés. Donc, ça a été une mobilisation gigantesque, parce que je crois qu'on avait besoin d'au moins 100 milliards. Ici, on a pu mobiliser plus de 99 milliards. C'est-à-dire que nous n'étions pas loin de l'objectif. Et les dépenses qui ont été exécutées sur cette somme récoltée, les dépenses s'élèvent à plus de 76 milliards 187 millions 996 129 francs. Ça montre qu'effectivement, plus on mobilise, plus il y a aussi le besoin de faire des dépenses qui est là. Et c'est pour cela qu'on doit poursuivre avec les contributions individuelles, avec cet effort-là, parce qu'il est question de la sécurité, la reconquête du territoire. Donc je pense que aucun sacrifice n'est énorme pour que nous arrivions vraiment à atteindre cet objectif. Et toutes ces dépenses-là, il faut retenir que c'est l'argent utilisé, par exemple pour la formation, pour l'équipement des VDP, que ce soit les VDP communaux ou nationaux. C'est de l'argent utilisé dans le cadre de ces activités-là. Parlons maintenant de ce procès CGTB Adama Sigiri. Oui, hier, la journée d'hier, l'audience a été consacrée aux plaidoiries. Les différentes parties ont eu droit à la parole, que ce soit la défense de Adama Sigiri ou la partie civile, avec le maître Prosper Farama. Chacun a essayé de brandir des arguments
qu'il estime que c'est quand même des preuves tangibles, soit pour défendre, soit pour charger Adama Sigré. L'un dans l'autre, l'on retient que le parquet aussi a fait ses réquisitions. En fin de compte, le parquet a demandé que Adama Sigré soit donc condamné 3 mois de prison plus le paiement, la somme de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Et je dirais que le parquet a été beaucoup plus clément par rapport donc à la partie civile qui réclamait par exemple 20 millions de francs CFA. La CGTB demande 20 millions de francs CFA. Et je pense qu'ils ont eu quand même le temps de donner et de dire le pourquoi. Du côté aussi de la défense de Adama Sigré, on a pu noter que les avocats n'ont pas accepté cette requête, par exemple de la partie civile, parce que la défense de Adama Sigré estime que la CGTB est une structure qui se réclame vraiment digne, et de ce fait-là, cette audience ou ce procès ne doit pas être un moyen pour se faire de l'argent. Je pense que les arguments étaient vraiment chacun à son niveau, à essayer de montrer, de dire, soit de dire que Adama Sigré est coupable, soit de dire qu'il n'est pas coupable. Le dernier mot qui revient donc au tribunal est attendu le 6 mai, voilà, parce que c'est le 6 mai prochain que le verdict donc va tomber. Merci beaucoup Alphonse. On s'arrête ici pour la revue de presse et puis voilà, on se retrouvera une autre fois. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo du jour. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Diataga Roch Damiba. Il est auteur donc du livre intitulé Le prix de l'harmonie dans le couple. Bonjour à vous, Monsieur Damiba. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Ravi en tout cas de vous retrouver, de retrouver un doyen. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes communicateur, vous êtes conseiller conjugal. Oui. On va dire que toutes ces casquettes réunies, c'est sans surprise qu'on vous voit sortir ce genre de guide pratique là, qui est intitulé Le prix de l'harmonie dans le couple. Est-ce que c'est la somme en fait des expériences, des témoignages, des enquêtes, de tout ça que vous avez pu... Bien sûr, tout cela réuni, c'est un peu comme un témoignage que je mets par écrit, ce que j'ai pu vivre, et soit personnellement, soit au contact avec d'autres personnes. Et je signale au passage que je suis marié. Oui, marié et père de 4 enfants. Père de 4 enfants. Voilà. Et bon, en tant que communicateur, j'ai eu à exercer dans plusieurs pays, notamment à Abidjan, à Monrovia au Libéria, au Niger. Mais dans tous ces pays, j'ai toujours gardé cette casquette de conseiller conjugal. Donc, ça fait pratiquement depuis 1985 que je suis dans le domaine. Donc, avec tous les contacts et les échanges et le partage avec d'autres personnes, cela m'a amené à mettre quelque chose par écrit pour servir le plus grand nombre. Le plus grand nombre. En fait, quand on dit le prix de l'harmonie dans le couple, est-ce qu'il y a un prix à payer pour avoir l'harmonie dans notre couple? Beaucoup de prix. Beaucoup de prix. Eh bien oui, et souvent des prix assez lourds. Oui, c'est pas un seul prix. Donc on va aller à l'intérieur donc de ce livre-là, puisque dès le premier chapitre, vous parlez du mariage. Oui. Et quand vous parlez du mariage, vous commencez par la préparation au mariage. Comment on se prépare pour entrer dans la vie à deux? Voilà. Merci bien pour la question, madame. Et qu'il me plaise d'abord de définir en tant que conseiller conjugal ce que nous appelons mariage. Okay. Et pour nous, le mariage, ce n'est pas une association. Ce n'est même pas le fait d'établir des relations. Le mariage, c'est un lien fort, un lien qu'on ne remet pas en cause. C'est un lien qu'on tisse après avoir pris soin d'examiner, je l'ai dit, les pour et les contre, mais surtout après avoir été suffisamment informé de ce que cela implique que d'être époux, d'être épouse. J'ai l'habitude de dire que le mariage, disons, être époux ou être épouse, ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Et comme toute fonction, on a besoin de se préparer. Ah oui. Voilà. Pourquoi j'insiste vraiment sur la préparation au mariage, parce que
si on n'y est pas vraiment préparé, dès la moindre difficulté, il y a la tendance à vouloir reculer. Or qu'il ne faut pas. Voilà. Et quand vous parlez de préparation, en lisant le livre, vous parlez des questions à se poser. Il y a un certain nombre de questionnements voilà, qu'on doit avoir avant de rentrer dans le couple. Quand moi je rencontre une personne, parce que vous dites que aimer ne suffit pas forcément. Oui. Si moi je rencontre une personne que j'aime, bon, moi, c'est déjà fait chez moi aussi, donc parce que je suis mariée. Mais je me dis, l'amour me conduit au mariage. Est-ce que pourquoi je dois poser encore des questions? Et quelles devraient être ces questions-là? En fait, cette question, ce n'est pas pour remettre en cause l'engagement qu'on veut prendre. Mais ces questions, c'est pour nous préparer dès lors qu'on sera dans le lien du mariage. Et entre autres questions, j'ai l'habitude de dire qu'on ne vient pas au mariage tout vierge. Quand je dis tout vierge, c'est sur le plan culturel, sur le plan familial, sur le plan des traditions. C'est-à-dire que deux personnes se rencontrent, décident de lier leur vie, mais chacun vient avec un bagage. Et c'est pourquoi pour cela que je dis, il faut se préparer à tout cela et apprendre à se connaître. C'est vrai qu'on ne se connaîtra jamais suffisamment assez, mais il y a un minimum que nous devons nous connaître l'un de l'autre. Et cela entre dans le cadre de la préparation. Je prends un cas tout simple. Vous voyez une jeune fille, comme vous dites, vous l'aimez, vous tombez KO, permettez le terme. Et puis, mais cette jeune fille vient d'un milieu, vient d'un environnement, a été quelque part conditionnée par ce que cette fille a vécu. Vice-versa pour le garçon. Eh bien, je prends l'exemple tout simple. Vous épousez une fille qui a grandi dans un milieu où elle a vu qu'à la maison, chez eux là, c'est maman qui décide de tout. C'est maman qui commande. Il va sans dire que, ayant grandi dans ce milieu, pour elle, c'est le mode de vie de l'épouse. C'est comme ça que l'épouse doit se comporter. Eh bien, elle se lie dans le mariage avec un jeune homme qui lui vient d'un milieu où c'est papa qui donne les ordres. C'est papa qui dirige. Oui. Vous voyez, venant tous deux de milieux différents, vous rencontrez, mais chacun a sa façon de voir la gestion du foyer. Madame voudra faire comme sa maman. Et le monsieur voudra faire comme son papa. Donc, c'est important de savoir d'où vient l'autre. Okay. Et comme ça nous prépare à harmoniser, à voir comment nous, on va décider de la vie de notre foyer. Mais je vous prends au mot, vous dites décider. Ça veut dire que quand on rentre dans le couple, on doit décider même de comment on veut que notre couple soit. Ça se fait pas, hein, parce que... Voilà. Mais il faut avoir un portrait robot de couple. Ça, c'est évident. On ne peut pas entrer dans l'insouciance, dans l'inconnu, parce que se marier, c'est se fixer des objectifs. Et quand on se fixe des objectifs, c'est-à-dire on veut savoir au moins où on va. Ouais. Donc, c'est évident. Et si vous vous mariez seulement pour vous marier, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de plan, eh bien, vous allez vous heurter. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est que la vie sera fade. Or, le mariage, c'est une dynamique. C'est là où il y a à travailler. Hier, je disais à quelqu'un que le mariage n'est pas fait pour les paresseux. Encore moins pour les égoïstes. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc, il y a un prix à payer, une fois encore, pour revenir au titre de mon livre. Oui, un prix à payer. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à d'abord, avant le mariage, de décider du nombre d'enfants qu'on veut avoir, de décider des projets d'avenir, de sa vision en fait. Moi, en tant que présentatrice télé, je souhaiterais que dans 10, dans 5 ans, là où je me vois, est-ce qu'il faut aller même jusqu'à tout ça en fait? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Et un des livres saints, la Bible pour ne pas citer, dit que à ta résolution répondra le succès. Si vous n'avez pas d'ambition, si vous n'avez pas d'objectif, si vous ne savez pas où vous voulez aller, eh bien, comment vous allez travailler justement à atteindre cet objectif-là? Donc, je me dis qu'au départ, c'est dire qu'est-ce que je veux que mon foyer soit. Ça, au moins, ça doit être clair. Mais au-delà du foyer, en tant que
identité, dans le choix même de l'épouse, dans le choix de l'époux, je dis quel est l'objectif que je fixe en choisissant cette fille comme épouse, en choisissant ce garçon comme époux. Ah oui, il faut déterminer l'objectif. Ah mais oui, mais écoutez, j'ai l'habitude de dire que on ne se marie pas pour prendre, on se marie pour donner. Okay. Donc, l'épouse, la jeune fille que je vois maintenant, avec laquelle j'ai décidé d'entrer dans le lien du mariage, qu'est-ce que je vais atteindre dans sa vie? Jusqu'où je vais l'amener? Sur le plan éducation, sur le plan social, sur le plan financier. Qu'est-ce que je veux qu'elle soit? Parce que, bon, entre nous, je vous dis, devant les téléspectateurs, moi je suis marié depuis le 17 juillet 1977. Ça fait quand même un bout de temps. Waouh, oui, bien sûr. Eh bien, voilà. Donc, mais j'avais des objectifs dans la vie de la jeune fille. Vous saviez ce que vous voulez faire. Eh bien, oui. Moi, en fait, l'accompagner à faire. Je voulais qu'elle soit autre que tout autre. Okay. Je voulais qu'elle quitte là où elle est pour être autre chose. Que le niveau d'instruction, que le niveau social, sur tous les plans, je veux qu'elle soit rehaussée. Voilà l'objectif que je me suis fixé en la choisissant elle et non pas une autre. Et justement, après le mariage, donc dans le lien de mariage, j'ai travaillé à cela. Moi, je suis conseiller conjugal, mais je dirais, nous sommes un couple de conseillers conjugaux. J'aurais bien pu inviter mon épouse ici, oui, qu'elle répondait à vos questions. Voilà. Mais il a fallu que nous travaillions ensemble. Et que je puisse l'amener à ce stade. Ça veut dire que si à un moment donné, il y a ces foyers qui se brisent parce que le monsieur à un moment donné a décidé que la femme ne travaille pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la discussion de base. Parce qu'il y a des hommes comme ça, soit qui flattent des femmes, qui les mettent dans le foyer, qui ensuite décident qu'elles ne travaillent plus, malgré leur diplôme ou connaissances autres. Vous utilisez un terme très fort, mais qui est juste. Quand on veut entrer dans le mariage, dans le lien du mariage, et qu'au départ, on commence déjà à flatter l'autre. C'est un mauvais départ. On rentre dans le mariage, dans la vérité, rien que la vérité. Et si elle est même diplômée, mais c'est à nous, avant même ce lien-là, je ne dois pas la surprendre après le mariage pour dire, écoute, chez moi, la femme ne travaille pas. Non, elle n'est pas ma servante. Elle n'est pas un individu sans volonté. Elle n'est pas un individu sans ambition. Et mon épouse, c'est une aide. Je suis convaincu qu'elle peut comprendre, qu'elle peut apprendre. Donc, je n'échange pas avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de comprendre. Donc, il y a de quoi nous asseoir bien avant pour voir tout cela. Si nous deux nous décidons qu'au vu de ce que nous voulons pour notre foyer, et madame ne travaille pas. Mais je ne dois pas lui imposer cela. Ça doit être accepté. Okay. Et si elle accepte, il va s'en dire qu'il n'y aura pas de commérage, il n'y aura pas de plaintes. Parce que dès le départ, elle a donné son accord. Mais il ne faut pas attendre de l'épouser maintenant pour lui imposer cette façon de vivre. On a vu ça, hein, souvent des couples qui promettent même que la femme va continuer les études. Après, c'est stop, ça s'arrête là. C'est dommage. C'est dommage et ça, c'est l'égoïsme. Mais c'est Où est-ce qu'on veut la garder? Oui, c'est ça, qu'est-ce qu'on veut faire d'elle? C'est ça, en fait. Voilà. Moi, je n'ai pas épousé une servante. J'ai épousé une collègue. J'ai épousé un vis-à-vis. J'ai épousé une femme qui peut m'aider. Sur tous les plans. Moi, heureusement qu'elle peut le faire. Moi, je ne peux pas avoir avec moi, pour toute ma vie, quelqu'un à qui je dois imposer toujours, moi, mes desiderata. Mais non, ça, ce n'est plus un couple. Mais oui. Passons au deuxième chapitre. Hein. On a beaucoup pris de temps sur la préparation au mariage et c'est important. Vous intitulez en fait ce chapitre-là, ce qu'il faut garder de faire. En fait. Ce qu'il faut se garder de faire. Concrètement, ce qu'il ne faut pas faire en fait quand vous êtes dans le mariage. Qu'est-ce qu'il faut se garder de faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ben moi, je dirais, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je dirais, la première chose à ne pas faire, c'est de considérer l'autre moins que moi. Moi, comme je dis, je pense que deux personnes qui se mettent ensemble, c'est que chacun croit à la valeur de l'autre.
Donc, il ne faut pas minimiser l'autre. Il ne faut pas faire descendre l'autre au bas de l'échelle. Il faut la considérer comme telle. C'est une personne nantie d'intelligence, nantie de savoir-faire. Et je dois considérer la personne comme ça. Elle n'est pas moins que moi. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire, c'est imposer ma volonté à l'autre. Et vice-versa. Parce que souvent aussi, les femmes imposent leur volonté aux hommes. Et je veux dire quoi? Quand souvent on parle de la soumission de la femme à l'homme, ce qui est juste, mais je profite de l'écran pour dire qu'il ne faut pas faire de confusion. On demande à la femme d'être soumise, mais on ne demande pas à la femme d'être obéissante. C'est deux termes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Parce que l'obéissance, je m'excuse auprès de FDS et autres, ça c'est la loi de la caserne. Tu reçois des ordres, tu t'exécutes, tu ne poses pas de questions. Point. Point. Moi, je n'ai pas besoin d'une épouse qui ne fait qu'obéir et qui n'a pas de questions à me poser et qui n'a pas d'arguments à avancer et même des propositions à faire. L'obéissance, et ça je dis, il ne faut pas soumettre la femme dans une telle humiliation au point où elle est là seulement pour assister. Donc, la soumission par contre, c'est quoi? L'homme peut avoir une idée, un projet, par exemple construire une maison. Ben madame, moi je pense qu'on peut construire une maison. Mais il donne la possibilité à madame de voir. Peut-être que madame va dire c'est bien, mais je pense que l'argent de la maison, on pourrait peut-être investir ailleurs. Elle fait une proposition. Parce que dans la soumission, il est permis à l'autre de poser des questions et même de faire des amendements. Et c'est ensemble, après cette discussion, le mari peut quand même dire oui, je t'ai compris. Tes arguments sont valables, mais je pense qu'il nous faut la maison. Et la femme soumise dit, vous êtes le mari, vous êtes l'époux, vous êtes le chef, eh bien, je suis d'accord. Okay. Donc la soumission est volontaire. Et ça fait que, quand bien même le projet va après avoir des problèmes, la femme ne dira pas, de toute façon, moi je lui avais dit. Non, parce qu'elle a été consultée, elle a donné son avis et elle a accepté. Donc si elle réussit, c'est la réussite du couple. Okay. Et si elle échec, c'est l'échec du couple. Et on assume. On assume. Et ce qu'il faut, ce que moi j'ai retenu, ce Oui. qu'il faut se garder aussi de faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est la violence. Et vous êtes étalé sur la violence, que ce soit psychologique et physique, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous savez, un de mes professeurs en conseil conjugal a dit que l'homme est le seul mâle qui bat sa femelle. Et c'est dommage. Même les animaux ne font pas ça. Je m'excuse du terme. Je pense que, comme d'autres personnes le disent, la violence, c'est vraiment l'arme du faible. Il y a une violence que moi je conseille, mais c'est la violence du dialogue. C'est la violence de convaincre. C'est la violence de l'argumentation, mais pas la violence physique. Vous ne vous êtes pas mariés pour être héros l'un sur l'autre. Qu'est-ce que moi je gagne en disant, ah, aujourd'hui là, j'ai fait voir à ma femme ce qu'elle devait voir. Qu'est-ce que vous gagnez? Je pense que mes muscles physiques là, je dois les utiliser pour soutenir. Si tant est que je pense que la femme est faible, moi, mon physique, ma force, c'est pour la soutenir, c'est pour la couvrir, c'est pour la protéger, mais pas pour la battre. Je pense que tout couple qui veut et qui souhaite l'harmonie doit exclure la violence de son vécu. Tant physique que moral. Mais oui, parce qu'il y a aussi ça. Moi, j'entends souvent des femmes qui me disent, écoutez, ce que mon mari m'a dit, j'aurais préféré qu'il me batte plutôt que de me faire entendre ça. Il y a des mots qui tuent. Il y a des mots qui rabaissent. Il y a des mots qui ramènent la personne au bas de l'échelle. C'est une violence terrible. Il ne le faut pas. Et j'ajoute que la parole n'est pas que souffle et son. La parole est dynamique. Quand vous faites sortir une parole, vous pouvez construire la personne qui vous écoute ou alors détruire la personne qui vous écoute. Donc, il faut éviter la violence.
même en parole. Même en parole. Et aujourd'hui, la réalité, M. Damiba, c'est que la violence est des deux côtés, surtout psychologique ou morale, ou violence verbale si vous voulez. Parce qu'il y a certains hommes aussi, malheureusement, qui fuient pratiquement leur foyer parce que ils ont peur quand même de celles qui se trouvent à l'intérieur. Parce que dès que vous arrivez, il y a toujours des verbes ou des mots qui sortent qui peuvent dérouter, Oui. qui peuvent choquer. Merci de me donner cette occasion. J'ai un cabinet où je fais des consultations. Et souvent, des femmes sont venues se plaindre du fait que leur mari rentre tard à la maison. Oui. Leur mari fuit la maison. Je leur pose la question. Je ne peux pas comprendre qu'on ait construit une maison, on a une épouse, on a des enfants, et qu'on soit le plus souvent absent. Qu'est-ce qui se passe? Et d'échange en échange, on se rend compte que pour bien de mari, le foyer est devenu un enfer. Parce que dès qu'ils mettent pied dans la cour, les premières paroles, où tu étais? On donne des plus l'eau. invectives. Au lieu d'accueillir, Oui. donnez-le à boire. Même si vous voulez lui demander où il était, l'accueil déjà peut le préparer à répondre. Mais pas en invectivant la personne. Donc, il y a des hommes qui, de par leur éducation, disent « Je préfère être le plus loin possible que d'être à la maison. Et puis, c'est l'enfer que je vis. » Et pire encore, quand il y a ces querelles, ces bagarres, ces incompréhensions, surtout au vu et au su des enfants. Mais écoute, ça c'est terrible. Donc il y a des hommes, je ne dis pas qu'ils ont raison de fuir, parce que quelque part, ils fuient aussi leurs responsabilités. Il faut remettre la pendule à l'heure. Mais ça s'explique. Pourquoi? Parce que si madame est une tigresse, les dames veulent bien m'excuser, ben personne ne veut se retrouver face à une tigresse. Donc il y a une façon pour maintenir le plus longtemps l'homme à la maison. Et la femme a les capacités de le faire. Bien sûr. Elle est faite pour ça. Alors, vous avez dit aussi qu'il faut se garder de créer les deuxièmes bureaux. Oui, le titre de ce chapitre-là, c'est que le deuxième bureau veut bien se tenir tranquille. 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 Ça veut dire qu'il faut éloigner, il faut même ne pas commencer en fait. Il faut éradiquer le phénomène du deuxième bureau. Alors, avant de répondre à votre question, vous savez, je vais vous dire une chose. Le mariage, ce n'est pas une relation d'affaires. Le mariage, c'est un lien. Dans la relation d'affaires, c'est tu gagnes, je gagne. Dans une entreprise, on peut décider, on travaille ensemble, le véhicule de l'entreprise, c'est pour vous, la maison de l'entreprise, c'est vous. Vous vous arrangez comme ça. Et le jour que ça ne va pas, on s'en va. Dans le mariage, c'est un lien. Et ce lien-là ne peut pas se faire côtoyer, ne peut même pas accepter, sentir une autre présence. Voilà. Le deuxième bureau, et je parle au deuxième bureau, si elles me suivent, soyez sûrs et certains. Vous croyez être le deuxième bureau, mais peut-être vous êtes le troisième ou le quatrième. L'homme qui a fait de vous le deuxième là, vous n'êtes pas sûr s'il n'a pas eu un autre bureau avant. Donc, quelque part, c'est être naïf que de croire que j'ai souhaité la première dame et j'ai pris sa place. C'est faux. Peut-être vous êtes le troisième ou le quatrième bureau. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. À bon attendeur, salut. Voilà. C'est intéressant d'échanger avec vous. On va aborder le troisième chapitre parce que ça commence à égrener en fait les solutions. Oui. Donc, au chapitre 3, c'est ce qu'il faut s'engager à faire. Oui. Vous utilisez quand même des mots forts. Hein. Oui. S'engager à faire. Ça veut dire quand c'est un engagement, c'est un engagement. Qu'est-ce qu'il faut s'engager à faire dans le couple pour l'harmonie? Moi, je dirais, la première des choses, c'est m'engager à rehausser l'autre. À donner à l'autre, non pas un espace pour exister, mais un espace pour vivre. Parce que exister et vivre, c'est deux choses. Il y a des gens qui existent, mais qui au fond d'eux-mêmes n'ont aucune graine de vie. Donc, je m'engage à ce que le conjoint, la conjointe, soit fier d'être avec moi. Vivre réellement. Se sentir vraiment une personne. Ce n'est que moi, le conjoint, ce n'est que moi, la conjointe, qui peut amener l'autre
a retrouvé sa place dans la société parce que l'autre a retrouvé sa place dans le couple. Donc, pour moi, c'est la première des choses. Et c'est pourquoi je parlais encore d'objectif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler à rehausser l'autre, à ce que l'autre se sente vraiment aimé. Et je dirais, pour terminer cette partie-là, que généralement, dans le lien de mariage, je n'aime pas trop quand on dit « je l'aime ». Ah oui? Non. Pourtant, c'est la phrase Oui. basique. Mais à partir du moment où vous dites « je l'aime », il y a quelque chose qui vous manque. Ce qu'on devait entendre le plus dans le couple, c'est l'époux qui dit « je suis aimé ». Et l'épouse qui dit « je suis aimé ». Vous comprenez? Ça dit la personne. Donc, vous n'avez même pas besoin de dire. Si vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le lui dire. Vous lui faites vivre l'amour. Ok. Vous lui faites, oui, vivre l'amour. C'est à l'autre personne de dire, il m'aime, elle m'aime. Parce que tout ce qui va avec l'amour se ressent dans sa vie. La personne reconnaît cela. Donc, il faut travailler à ce que l'autre puisse un jour dire, il m'aime ou elle m'aime. Ça, c'est là il faut s'engager. Ah oui. C'est intéressant. Maintenant, réussir aussi sa vie de couple, c'est savoir conjuguer avec les autres. Vous avez souligné ça, chapitre 5. Donc, s'engager à bien gérer les autres. Oui. Les autres, la belle-mère, les beaux-parents, si vous voulez, Oui. la belle famille, C'est ça. et tout ce qui suit. Oui. Ben, écoutez, mon premier livre que j'ai écrit, alors que j'étais encore en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, le titre c'était « J'aime mes beaux-parents, mais… » Point de suspension. Oui, permettez que je parle aux dames. Je pense que ce n'est pas normal que les dames veulent ouvrir leur porte, la porte de leur foyer, de leur couple, à leurs parents, à sœurs, mères. Et dès lors que le parent du monsieur se présente, alors on fronce la mine. Ce n'est pas normal. Nous sommes en Afrique. Qu'est-ce qui fait la solidité des couples en Afrique? C'est qu'on n'épouse pas seulement un homme. On n'épouse pas seulement une femme. On épouse sa famille. Et plus loin, on épouse même son village. De telle sorte que on fait tout pour ne pas porter, pour ne pas écorcher la famille, le village. Que le village soit fier d'avoir un tel beau-fils. Que le village soit fier d'avoir une telle belle-fille. Donc j'ai dit, pour ce chapitre-là, comment gérer ça, j'ai dit souvent, les femmes n'ont pas de problème avec leur belle famille. Les femmes n'ont pas de problème. Quand vous voyez une femme qui est traumatisée par la belle-mère, traumatisée par les belles-sœurs, non, c'est parce que le mari est démissionnaire. Je ne peux pas livrer ma femme entre les mains de mes sœurs, de mes frères, de mon papa, de ma maman. Non. C'est à moi de fixer les limites. Ce n'est pas de l'arrogance. Mais papa, maman, mes frères et mes sœurs doivent savoir que celle-là, c'est mon épouse. C'est mon épouse. Vous êtes mes parents. C'est deux choses. Donc, je ne Il n'y a pas à comparer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais je m'excuse. Ce n'est pas l'exemple parfait. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je me suis marié au Niger quand j'étais étudiant. Mais quand je suis rentré au village, dire que j'ai fixé les normes, c'est trop dire. Parce qu'on n'a pas à fixer les normes devant ses parents. Mais j'ai fait simplement comprendre aux parents. D'abord, j'ai commencé par mon épouse. Pour dire à mon épouse, tu vois cette maman, tu vois ce papa, tu vois ses frères. C'est eux d'abord qui ont fait que tu m'as connu. C'est parce qu'ils m'ont mis au monde que nous nous sommes rencontrés. Tu leur dois du respect, de l'estime. Si jamais il y a un problème entre vous, fais-le moi savoir. C'est à moi de gérer. Et j'ai dit la même chose aux parents. Si vous avez des reproches à faire à mon épouse, faites-le moi savoir. Et je vous dis une chose que j'ai gagnée en cela. Il y a eu un moment où je croyais même que mes parents aimaient mon épouse plus que moi. Tellement il y avait de l'estime, du respect, de la considération. Et je me rappelle cette anecdote qui me touche un peu. Parce qu'en temps, je suis allé à Abidjan avec mon épouse. J'avais laissé mon épouse au village avec mes parents.
pendant 1 an. Et quand je suis venu l'apprendre, je me rappelle ce que mon papa me disait. Mon papa me dit, tu viens prendre ton épouse, mais moi, je ne sais pas si je vais avoir longue vie. Parce que la façon dont ton épouse s'occupait de moi, je ne sais pas même si mes propres femmes là peuvent le faire. Ouais. Malheureusement, 1 an après, ça a été le cas. Je ne dis pas que parce que mon épouse est partie, mais c'est dire, vous voyez, la relation, le lien très fort qui existait, mais c'est parce que moi j'ai su jouer mon rôle. Oui. Et de fils et d'épouse. Et ça, c'est important. Ah oui, et en échange, le temps est en train de filer. Oui. Hormis la belle famille, les beaux-parents, les belles sœurs et beaux-frères, il y a aussi l'entourage, vous en parlez, les amis, la compagnie, les connaissances et tout. Oui. Est-ce que quand on se marie, on doit laisser tomber tout ça? Ben, écoutez, pour l'harmonie du couple, et c'est pourquoi je parle de prix. C'est ça, le prix à payer, c'est comme des sacrifices. J'ai dit, il y a des relations qu'il faut rompre. Parce que ces relations sont un poison pour l'harmonie du couple. Et il faut avoir le courage de laisser tomber certaines relations. Ça, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas privilégier, moi, ma relation avec un ami, un collègue, alors que cela va se ressentir négativement sur ma vie de couple. Donc, la gestion des autres aussi dépend encore du mari. Moi, je ne serai jamais d'accord. Et tous mes amis le savent. Il n'y a pas cet homme qui, devant moi, va oser parler mal de mon épouse. Je ne lui permettrai pas. Si quelqu'un parle mal de votre épouse devant vous, c'est vous qui avez parlé mal de votre épouse devant lui. Donc, c'est comme ça la gestion. Et gérer veut dire sauvegarder, protéger, garantir et assurer une sécurité. Voilà. Oh, monsieur Alker, on est en train de tendre vers la fin de notre entretien, monsieur Damiba. Et quelles sont vos attentes en sortant ce guide pratique? Parce que c'est un livre, si vous appliquez, ça devrait marcher. Merci. Eh bien, pour répondre à cette question, je vais lire simplement le dernier paragraphe du livre. Mes vœux pour chaque couple. Puisse votre mariage vous combler de patience, de tolérance et de compréhension. Qu'il soit fait de joie et de rire, de bien-être et de soutien. Qu'en vous aimant l'un l'autre, vous puissiez découvrir la vraie dimension de l'amour. Souvenez-vous qu'un fardeau est plus léger quand on est 2 à le porter. Puissiez-vous toujours avoir besoin l'un de l'autre. Pas tant pour combler un vide que pour découvrir l'abondance. Soyez fidèles l'un envers l'autre dans vos pensées et vos actions. Puissiez-vous voir votre lit conjugal comme un hôtel de grâce et de plaisir. Souvenez-vous de ne pas retenir votre partenaire captif. Puissiez-vous vous entourer l'un l'autre sans vous cloîtrer. Cherchez des occasions de remercier et dites souvent « Je t'aime ». Et ne prenez pas garde aux petites erreurs. Soutenez-vous l'un l'autre, remettez-vous l'un à l'autre et croyez en votre partenaire. Si des différences veulent vous séparer, puissiez-vous avoir tous les deux assez de sagesse pour faire le premier pas. Que les mots « tu as raison, pardonne-moi, je te pardonne » soient toujours prompts à sortir de votre bouche. Merci beaucoup. Nous, on vous aime aussi. Vraiment, c'est un beau livre que je vous invite à vous procurer. Et où est-ce qu'on peut avoir justement le prix de l'harmonie dans le couple? Eh bien, le livre est disponible à la librairie Diakfa, avenue Kwame Nkrumah, à la librairie Jeunesse d'Afrique, à côté de la cathédrale, à la librairie des Assemblées de Dieu, l'église centrale des Assemblées de Dieu, à la librairie des Assemblées de Dieu à Goumet. D'accord. Et aussi à la maison d'édition Plume Afrique, à Bendigo. Qui est donc la maison d'édition. Et bien sûr, avec moi. Oui. Avec vous, est-ce qu'il y a un contact Oui, il y a un contact, le 71 96 56 40.
C'est en même temps le WhatsApp. WhatsApp. Merci C'est plus beaucoup. facile, ça. Merci à vous d'être passé. Merci pour ces éclairages. C'est une émission qui va beaucoup intéresser, apporter des conseils. On aura encore d'autres occasions. Merci bien. Je rappelle... Merci. Merci bien. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Diataga Roch Damiba. Il est auteur du livre intitulé Le prix de l'harmonie dans le couple. C'est un guide pratique. Je rappelle qu'il est conseiller conjugal, donc journaliste, communicateur, parce que voilà, le journalisme, ça reste toujours dans l'âme. Ouais, on s'arrête ici pour l'entretien du jour. Là, c'est le palais royal de Tchébélé, habité par plus de 300 personnes qui y habitent là-dedans, avec ces belles images. Olivier Caboret de Juristes sans frontières est bien installé sur ce plateau pour questions de droit. Olivier, bonjour. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau. La protection de la marque, on en parle aujourd'hui dans la chronique Questions de droit. D'abord, comment on peut définir la marque? C'est quoi une marque? Alors, on ne peut pas parler de la marque sans toucher du doigt plutôt ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Oui. Et la propriété intellectuelle désigne l'ensemble des œuvres ou, si vous voulez, l'ensemble des créations ou inventions de l'esprit. Et on peut la subdiviser en deux branches. Okay. Il y a ce qu'on appelle la propriété industrielle, dans laquelle se loge la marque, les brevets, les dessins et les modèles industriels. Et il y a ce qu'on appelle aussi la propriété littéraire et artistique qui est régie par les règles du droit d'auteur. Alors, la marque peut désigner un signe qui permet à une entreprise ou à une personne de démarquer ses produits ou ses services des autres entreprises ou de ses concurrents. Et le signe peut être un mot, un son, une couleur ou même une combinaison de tous ces éléments. Voilà. Donc, principalement, la marque permet à une entreprise ou à une personne de distinguer ses produits des produits de ses concurrents. Ok. Vous comprendrez. Mais qui peut protéger une marque? Alors, tout le monde peut protéger une marque. Il suffit d'avoir une idée originale. Et vous allez vers la protection de la marque. Que vous soyez une personne physique, genre vous et moi, ou que vous soyez une personne morale, une entreprise, une société, vous avez la possibilité d'aller vers la protection d'une marque qui est une idée originale que vous avez conçue. D'accord, ça veut dire que si moi je monte mon... je sais pas, mon cabinet d'événementiel ou voilà, je peux Zeta Art ou Zeta Events, je peux décider de protéger cette marque. Oui, si vous décidez. Ok, allez-y. Une marque. Voilà. Et est-ce que cette protection justement vaut que pour le Burkina ou bien je peux protéger au-delà en fait des frontières du Burkina aussi? Oui, la protection ne vaut pas que pour le Burkina. Ah, ok. La protection est au Burkina et dans 17 autres pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina a ratifié le protocole, ou si vous voulez, l'accord de Bangui, qui est le texte fondateur de la propriété intellectuelle en Afrique francophone principalement. Et par rapport à ça, il y a 17 pays qui ont ratifié l'accord de Bangui. Et tous ces 17 pays-là font un destin commun pour ce qui concerne la propriété intellectuelle. Donc si vous protégez votre marque au Burkina, vous protégez votre marque dans l'organisation OAPI. Okay. Voilà. Et dans cette organisation, on a 17 pays, comme je l'avais dit tantôt. Donc vous bénéficiez de la protection de votre marque dans 17 pays. Voilà. Maintenant, comment ça se fait? Comment on protège sa marque? Alors, pour protéger sa marque, il y a quand même des étapes à suivre. La première étape à suivre, c'est aller au niveau d'une représentation régionale de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et au Burkina, ici, c'est le Centre national de la propriété industrielle. Et quand vous partez là-bas, vous exposez votre situation. On va faire d'abord ce qu'on appelle la recherche d'antériorité. C'est-à-dire qu'on va vérifier dans la base de données de l'OAPI si une entreprise ou une personne a déjà protégé la marque que vous voulez protéger. Au bout de la recherche, si on se rend compte que la marque n'est pas protégée ou n'est pas en cours de protection,
on vous permet d'aller vers la protection et on va vous donner des formulaires à remplir. Et après avoir rempli les formulaires, après avoir identifié les secteurs dans lesquels vous voulez protéger votre marque, on va vous donner le numéro de compte de l'OAPI et vous allez aller faire un versement là-bas. Et c'est à l'issue de tout ça que, au bout d'un certain nombre de temps, si la protection est accordée, on va vous envoyer, on va vous faire un retour. Parce que l'OAPI siège au Cameroun. Donc ça fait que quand vous déposez votre demande ici, demande d'enregistrement, il faut attendre que ça fasse le tour avant de revenir. Voilà. D'accord. Maintenant, Olivier, on se demande, tu as parlé tantôt de coût, est-ce que ça ne coûte pas cher de ces différentes procédures pour protéger sa marque? Alors, il y a certainement des coûts pour ce qui concerne la protection et si je ne me trompe pas, la recherche d'antériorité coûte 95 000 francs pour une classe donnée. Et si vous voulez qu'on ajoute d'autres classes de protection, il faut ajouter 10 000 francs pour chaque recherche d'antériorité. Ça veut dire que quand vous donnez 95 000, vous voulez par exemple protéger votre marque dans le domaine des vêtements, qui constitue une classe. Par exemple, les vêtements se trouvent dans la classe 25. Donc, on va faire la recherche dans cette classe-là pour voir est-ce que déjà quelqu'un dans cette classe-là... Il n'y a pas une marque Olivier, par exemple. Voilà. Si vous voulez ajouter une autre classe, par exemple, le secteur de l'automobile, par exemple, vous allez ajouter 10 000 francs, plus les 95 000 là, pour la recherche d'antériorité. Donc, autant de classes, autant de 10 000 pour la recherche d'antériorité, en plus des 95 000 francs. Maintenant, pour ce qui concerne la protection à proprement dit, il faut savoir que ça coûte 360 000. Et ça aussi, c'est une protection dans une seule classe. Si vous voulez protéger d'autres classes encore, c'est 75 000 francs par classe. Voilà. Je comprends pourquoi on retrouve souvent enfin, on peut retrouver une marque ici, l'autre de l'autre côté, ça se coïncide, hein, parce que si il faut payer cher. Bon, c'est bien, si ça en vaut la peine, il faut le faire. Et en termes de durée du moins, ça peut prendre combien de temps? Voilà, c'est là que je rebondis pour dire que, bon, c'est vrai, on peut juger que les 300 et quelques ou les 95 000 pour la recherche d'antériorité est cher. Mais il faut savoir que la protection vaut pour 10 ans. Donc la protection vaut pour 10 ans et je pense que si c'est une marque en laquelle vous avez foi, je pense qu'en 10 ans quand même, vous pouvez retirer les différents avantages qui s'attachent à la marque. Donc la protection vaut pour 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que le renouvellement est à souhait. Donc vous pouvez protéger 10 ans, renouvelable à chaque fois. La dernière année de la 10e année, vous pouvez encore renouveler à souhait, autant de fois que vous le voulez. On peut renouveler. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un mécanisme de protection mondiale aussi de la marque? Alors, il n'existe pas de protection universelle. Voilà, parce que certaines personnes pensent qu'il y a un coin où on peut aller et déposer une demande et puis dans tous les pays au monde, on va protéger votre marque. Non, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle la protection internationale, le système de Madrid, dont l'OAPI est membre depuis 2014. Et quand vous demandez la protection internationale, vous avez la protection dans plus d'une centaine de pays, je pense. Et seule la protection internationale, pour le moment, est possible. Sinon, vous ne pourrez pas faire une protection mondiale. Donc, s'il y a des pays qui ne figurent pas dans la protection internationale, dans lesquels vous voulez protéger votre marque, il vous sera nécessaire d'aller dans ces pays-là et de protéger directement votre marque sur place. Donc, si on est en Afrique et qu'on arrive à passer par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, pour protéger sa marque, ça couvre pour 17 pays. Pour 17 pays. C'est noté. Merci beaucoup. On me signale que notre temps est terminé, Olivier. C'est un bon thème. On verra bien la possibilité. Merci d'être passé. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de votre fidélité à Bonjour le Faso. Allez, à demain. Tschüss.